Pas à 7-8 ans, plus tard je serai entrepreneuse. Non, je me suis dit que si ma grand-mère et ma tante avaient réussi, pourquoi pas moi. Alors, je revenais d'une année de césure aux États-Unis et c'est comme ça que je suis arrivée et je ne suis jamais repartie. À oser répondre que j'étais chef d'entreprise quand on me demandait ce que je faisais comme métier. J'avais mis à l'esprit que c'était quelque chose d'accessible. Pourquoi on n'industrialiserait pas ce four pour le proposer à la vente pour les boulangers français? Quand on est attaché à la qualité de la relation affective qu'on a avec son frère, sa sœur, il n'y en a pas un qui a une part de plus que l'autre. Où je me disais, oh là 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 là, je vais avoir une semaine hyper chargée, ça va pas le faire. Alors là, tu me prends totalement dépourvue, je l'ai pas préparé. Pourquoi tu ne m'as pas posé la question de savoir combien tu allais être payé? Voilà, ça c'est le conseil que je pourrais donner. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on arrive bientôt à la fin du podcast. Il ne reste plus que 2 épisodes normalement après celui-ci, donc j'espère que vous allez vraiment rester jusqu'à la fin et que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Élise Hauters, une dirigeante sur le secteur du Havre. Donc je vais vous laisser découvrir son parcours de vie, son parcours professionnel, sa vision des choses et bien sûr ses réussites. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout, n'hésitez pas non plus à noter le podcast sur Spotify, c'est très important pour le référencement. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie, j'espère que vous allez passer un bon moment. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour Élise. Bonjour Julien. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Tu m'as été conseillé par Laura qui Oui. était là sur l'épisode 8 du podcast. Donc je vous invite à écouter ou à aller regarder son épisode si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, c'est une jeune femme très inspirante et qui a sa vision des choses et qui est, voilà, c'est intéressant à entendre et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc c'est Laura qui m'a conseillé de te contacter car tu étais pour elle une personne inspirante. Alors tout d'abord pour nos auditeurs et les personnes qui nous regardent, est-ce que Élise, tu peux déjà te présenter? Alors, donc, je m'appelle Élise Hauters, j'ai 43 ans. Je suis la maman de 3 filles de 18, 15 et bientôt 13 ans. Et je suis chef d'entreprise depuis 10 ans et je dirige aujourd'hui donc une entreprise de sous-traitance en chaudronnerie mécanique avec mon frère. Et j'ai créé 2 startups, Labeltech en 2021 et une maison d'édition de produits industriels avec 7 autres PME en 2022. D'accord, rien que ça. Oui. Et comment tu es arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat? Déjà, comment tu es devenu chef d'entreprise? Alors, déjà, le terme devenir, c'est le bon terme, parce qu'on devient chef d'entreprise. Je pense pas qu'on projette un jour de l'être, en tout cas pas enfant. C'est plus, je pense, des circonstances de parcours qui nous amènent à l'entrepreneuriat, mais on se dit pas à 7-8 ans, plus tard je serai entrepreneuse. Enfin, je ne pense pas que ça existe, ou c'est rare en tout cas. Et moi, j'avais pas du tout projeté d'être entrepreneuse. Moi, je voulais être critique musicale. Donc, D'accord, ah oui, rien à voir. Rien à voir. Plutôt un profil littéraire, musicienne, un peu rêveuse. Donc rien qui me prédestinait à être entrepreneuse et encore moins dans l'industrie. Mais par contre, un gros ADN entrepreneur et surtout entrepreneuse dans ma famille, puisque ma grand-mère était chef d'entreprise, ma tante a repris l'entreprise familiale, mon père a créé une entreprise et que j'ai repris avec mon frère. Donc en réalité, j'ai eu des rôles modèles qui m'ont montré que ce chemin, il était possible. Donc je ne l'ai pas forcément spontanément envisagé, mais quand il s'est présenté à moi, par contre, j'ai considéré que c'était une possibilité et je me suis pas mis de frein en me disant non, c'est pas pour moi, j'en serais pas capable. Non, je me suis dit que si ma grand-mère et ma tante avaient réussi, pourquoi pas moi. Et justement, est-ce qu'on t'en parlait, vu que tu étais dans une famille voilà, d'entrepreneurs, est-ce que justement il y avait ce côté-là où il t'en parlait, il te disait bah ça peut être un chemin que tu peux aller vers ce chemin-là, ou est-ce que pas du tout, ils t'ont laissé un petit peu te guider toi-même vers ce chemin-là ou pas? On m'a jamais orientée vers ce chemin-là, mais vraiment pas. J'étais vraiment l'artiste de la famille. Moi, à l'âge de 5 ans, j'ai voulu faire du violon. Mes parents m'ont inscrit à l'école de musique. J'ai grandi dans les bouquins. J'ai passé un bac littéraire. J'ai un doc de musicologie. Donc, en réalité, je pense que mes parents m'ont vraiment laissé emprunter la voie que spontanément j'avais envie d'emprunter et je ne me suis jamais sentie obligée de reprendre l'entreprise familiale. Je ne sais même pas en réalité si on me l'a proposé. Et justement, comment ça s'est passé? Quels sont tes souvenirs de comment ça s'est, à quel moment? Tu faisais quoi déjà avant de reprendre l'entreprise? Explique-nous. Alors, je revenais d'une année de césure aux États-Unis. Donc, j'étais partie à San Francisco où j'ai eu la chance de vivre une année incroyable entre ma première et ma deuxième année de doc de musicologie.
Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir perfectionner mon anglais à Stanford. Donc c'est quand même une opportunité assez incroyable. Je me suis assumée pendant 1 an parce que mes parents avaient absolument pas les moyens de me payer une année complète dans une université de prestige. Donc j'ai trouvé du travail dans une famille américaine qui est devenue d'ailleurs ma famille de cœur. Et en revenant, j'avais pas mal travaillé là-bas, j'avais validé pas mal de modules de ma 2e année de Dog, donc je me suis retrouvée avec une 12aine d'heures de cours par semaine à l'université. Donc très clairement, je me suis dit génial, je vais pouvoir me trouver un petit job à mi-temps. Et plutôt que de faire des frites chez McDo, mon père m'a dit veux-tu venir travailler à l'entreprise familiale? Mais alors, ça devait vraiment être quelque chose de temporaire, à mi-temps. Pour nous donner un coup de main au bureau parce que au niveau de l'administration, mon assistante, elle est sous l'eau et j'ai besoin de quelqu'un pour l'aider, des petites mains. Et c'est comme ça que je suis arrivée et je ne suis jamais repartie. Et est-ce que tu te souviens du moment précis où ça a justement basculé dans le plus? Je donne entre guillemets, je suis là pour que ça arrange tout le monde, ça donne un coup de main, moi ça m'aide et ça aide mes parents pour l'entreprise. Et à quel moment ça a basculé vers je vais m'investir un peu plus et arriver à être J'ai dirigeante? aucun souvenir du jour ou de la conversation où mon père a dû me dire probablement Élise, j'ai l'impression que ça te plaît. Est-ce que tu ne voudrais pas éventuellement considérer le fait de reprendre l'entreprise familiale avec ton frère? Parce que mon frère, lui, était destiné à la reprendre. Lui, D'accord, c'était pas le même schéma, c'était... Du tout. ok. Mon petit frère Benoît, je dis toujours qu'il est sorti du ventre de ma mère avec des boulons dans les poches. Il est le petit dernier d'une fratrie de 4. Donc il a été dans l'ombre de mon père en permanence dans son sillage. Et lui, il n'a quasiment connu que l'entreprise familiale. Il avait 4 ans quand mes parents l'ont créé. Et donc lui, sa voie a été tracée. Alors, il l'a voulu et il est hyper épanoui. Je crois pas qu'il ait de regrets. En tout cas, je trahis pas de secret en disant que c'est vraiment une voie qui était faite pour lui. Néanmoins, moi, j'ai pas le souvenir qu'on me l'ait vraiment proposé. En tout cas, je ne situe pas un moment présent. En revanche, il y a un moment qui m'a marqué. C'est une discussion que j'ai eue avec ma tante. Parce que mon père m'a pas mis d'ultimatum, mais en tout cas, il m'a laissé le temps de réfléchir. Et je me souviens de cette discussion dans l'appartement de ma tante au Havre un soir. J'allais souvent la voir, j'étais très proche d'elle. Et je l'ai questionnée sur sa place de femme dans un milieu d'hommes, puisque ma tante avait une entreprise de recyclage des métaux. Donc un milieu très, très masculin. Et je pense que je l'ai beaucoup questionnée sur sa place de femme dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, dans un univers d'hommes. Je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça. Et c'est elle qui m'a complètement libérée des éventuels petits freins que je pouvais avoir à ce moment-là. Et qui m'a dit, mais ma cocotte, vas-y, c'est incroyable en fait. Et transforme ce que tu crois être une faiblesse en une grande force. Parce qu'en tant que femme, tu vas te distinguer. Et serre-toi-en. Parce que ça va t'ouvrir les portes finalement beaucoup plus que ça va te les fermer. Quelle image tu avais justement de l'industrie? Et peut-être, est-ce qu'elle a changé? Alors moi, j'avais une image assez vulgarisée de l'industrie puisque c'était mon quotidien. Mon père a créé l'entreprise, toute notre vie de famille a tourné autour de ça. Et donc en fait, on était tout le temps fourrés à l'entreprise. Moi, j'avais 10 ans quand il l'a créée. Souvent, je rentrais du collège, je passais par l'entreprise parce que mes parents étaient peut-être pas forcément rentrés. Et donc réellement, cette entreprise, c'était le 5e enfant de cette famille. De toute façon, une entreprise dans un foyer est toujours un enfant supplémentaire pour le foyer. Et donc pour moi, c'était une normalité, l'entreprise. Et l'entrepreneuriat était un métier normal. Et vis-à-vis, je parlais surtout, tu sais, de ta vision, tu te posais des questions justement sur la place de la femme. Est-ce que justement tu avais cette image-là et est-ce que ça l'est toujours justement, que c'est vraiment très masculin et qu'une femme pouvait se poser des questions sur le fait de pouvoir évoluer dans ce monde-là? Alors, si j'ai posé la question à ma tante, c'est quelque part je me questionnais, oui, de probablement certaines difficultés auxquelles j'aurais à faire face, d'autant que quand j'ai engagé cette conversation-là, ça faisait déjà peut-être 6 mois que j'étais dans l'entreprise, donc j'ai dû probablement vivre des choses qui m'ont fait me questionner. Maintenant, j'avais ce rôle modèle de ma grand-mère, de ma tante, pour qui c'était pas un sujet, qui en ont tiré beaucoup de fierté, beaucoup de confiance, beaucoup d'estime d'elles-mêmes. Donc je pense que, dans le fond, ça me semblait pas quelque chose de si problématique que ça. Mais néanmoins, oui, mes questions témoignent que je pressentais des formes de difficultés à venir.
Et est-ce que tu as fait face ou tu fais encore face à des difficultés en tant que femme dirigeante? Oui, 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 je dois faire, face à des comportements. Alors, ça peut aller de la maladresse très simple, le coup classique, le client qui appelle à 18h, j'ai plus de standard, je décroche, je demande au client: «Est-ce que je peux vous aider?» Parce qu'il va chercher à parler à mon frère et le client va me répondre: «Non, non, non, c'est technique». Oui. Voilà, ça c'est le coup classique, mais c'est de la maladresse. Donc en général, j'en veux pas à mon interlocuteur de me dire ça. Et alors au contraire, je prends un malin plaisir à pouvoir lui dire: «Dites-moi toujours», 9 fois sur 10, je peux lui répondre et c'est une grande satisfaction que de pouvoir répondre. Après oui, j'ai fait face à des comportements, monstrueux. Oui, oui, du sexisme, des remarques blessantes, des j'en ai une là qui me vient en tête, il y a 3-4 ans, on a intégré un dispositif avec mon frère, Croissance Plus, qui accompagne les PME dans leur croissance. Et on était une promo de 12 dirigeants. J'étais la seule femme. Mais j'ai l'habitude, donc en réalité, je m'en étais pas réellement rendu compte. Et je m'en suis rendu compte ce jour-là. On avait un séminaire sur la croissance externe. Et on parlait du financement de la croissance externe. Et un jeune dirigeant se plaignait de la difficulté à aller trouver des financements. Et je lui réponds assez spontanément: écoute, je suis surprise parce que nous, on a encore financé une machine il n'y a pas très longtemps à 0,25, les taux sont super bas. Moi, j'ai vraiment pas l'impression que me faire financer est une difficulté. Et il m'a répondu: mais t'as fait quoi à ton banquier pour qu'il t'octroie autant de financement? Oui. Et ça, des anecdotes comme ça, je pourrais en écrire un livre. Maintenant, j'ai appris à répondre, ou pas d'ailleurs. Parfois, le silence vaut tout l'or du monde. Mais j'ai encore à faire face, même si je trouve que ça tend quand même à régresser. Et en face de moi, j'ai de plus en plus souvent des hommes qui sont attentifs à justement pas commettre ce genre de maladresse. Mais dans 99% des cas, il faut quand même reconnaître que je suis traitée d'égal à égal, même si je sens quand même qu'en général, on me teste un petit peu plus que si j'étais un homme. Justement, j'allais te poser des questions sur l'évolution, si tu sentais une évolution par rapport à aujourd'hui. Et est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui parlent, qui aussi sont dirigeantes, qui aussi prennent les devants? Est-ce que c'est pas ça aussi le fait que les mentalités changent? Je pense que la réussite des femmes, la réussite montrée des femmes, a mis en évidence le fait qu'elles sont si compétentes que les hommes. Oui, c'est ça, parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, elles se montrent plus. Elles se montrent, enfin, c'est surtout qu'on les montre. Oui, et on les montre plus. Parce que, alors, la femme se censure, ça c'est certain. La femme souffre beaucoup plus que l'homme du syndrome de l'imposteur. La femme se dit toujours quand est-ce qu'on va me démasquer? Et moi, je me le suis longtemps dit. J'ai mis 6 ou 7 ans, je crois, à oser répondre que j'étais chef d'entreprise quand on me demandait ce que je faisais comme métier. Ah oui. Quand on me questionnait, je répondais je co-gère l'entreprise avec mon frère. J'avais du mal à assumer ce statut de chef d'entreprise. Et il y a un moment, il faut être clair. Je me suis lourdement endettée. Je prends un risque financier, pénal. Je suis caution personnelle de dette de l'entreprise que j'engage. Oui, je suis chef d'entreprise. Mais ça m'est resté en travers de la gorge pendant un certain temps quand même, de pouvoir le dire. J'avais une forme d'illégitimité en fait à le dire, ou de gêne peut-être. Et comment tu as réussi à passer ce cap-là? Est-ce que ça s'est fait tout seul naturellement, avec justement, c'est toi qui as pris conscience toute seule, ou est-ce que tu as suivi des méthodes particulières, ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait voir les choses différemment, ou... J'ai été contactée par Léa Lassara en 2017 pour intégrer un petit groupe de réflexion autour de l'entrepreneuriat féminin. Elle était présidente de la CCI du Havre à cette époque-là. Et elle avait reçu des chiffres qui l'avaient surprise. C'est que la région Normandie, je crois, était 10e région, 9e ou 10e région en termes d'entrepreneuriat féminin en France, ce qui nous classait très clairement comme une des plus mauvaises élèves du pays. Et elle s'est dit, il faut remédier à ça. Enfin, c'est insupportable. On peut pas laisser la Normandie être le mauvais élève sur ce sujet-là. Et on s'est réunis, on était 25, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a décidé de monter un réseau ensemble, le réseau Femmes et Challenge. On a mis 1 an à le structurer. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 membres. Ce réseau, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et en fait, le leitmotiv de Femmes et Challenge, c'est l'audace d'entreprendre. Les grandes actions tournent autour d'un forum annuel
durant une journée où on fait intervenir des femmes inspirantes, des rôles modèles, des politiques, des sportives, des chefs d'entreprise, des femmes de tête, qui ont affronté des tempêtes. Et j'ai été subjuguée par chacune des interventions de toutes ces femmes que j'ai pu entendre depuis le premier forum qui date de 2018. Et de voir et d'entendre ces femmes témoigner du combat qu'elles ont dû conduire. Je pense à Edith Cresson, par exemple, qui m'a profondément bouleversée. La politique est un milieu terrible et tout ce qu'elle a dû surmonter pour se faire sa place et qu'elle ne s'est pas réellement faite d'ailleurs m'a vraiment démontré que ce que je vivais en fait était assez semblable à mon échelle évidemment et ça m'a vraiment permis de peut-être désacraliser la fonction et de me dire mais en fait on est toutes dans le même bateau. On vit toutes les mêmes choses. J'ai été au contact de tout un tas de dirigeantes très très humbles, trop humbles, plutôt discrètes, à faire beaucoup de choses mais à pas oser le dire. Et en fait, d'être au contact de ces femmes entrepreneuses, clairement m'a permis de gagner en confiance et de m'affirmer et d'oser dire un jour « Je suis chef d'entreprise, je suis légitime et je fais bien mon travail ». Donc c'est important de dire que s'il y a des femmes qui nous écoutent, c'est dans ce genre d'événement où en écoutant des personnes qui parlent de leur histoire, qu'on peut s'inspirer et passer le cap de pouvoir se dire je suis dirigeante, je suis, ou pas forcément que dirigeante, mais j'ai un tel statut et je l'assume. Exactement. En fait, je suis intimement convaincue que le rôle modèle, en fait, c'est la clé de la démonstration que si elle peut, je peux, en fait. Après, il y a tout un tas de paramètres. Il faut être aligné avec soi-même, il faut en avoir envie, il faut être motivé, faut que ce soit un projet. Mais dès lors qu'on est en capacité à comprendre que quelqu'un a réussi à le faire, on doit pouvoir le faire nous aussi. On n'a pas moins de ressources. Voilà, et je crois que le fait d'avoir eu, moi, une tante et une grand-mère entrepreneuse, c'était déjà quelque chose dans mon intime éducation. Depuis mon plus jeune âge, on m'avait mis à l'esprit que c'était quelque chose d'accessible. Et aujourd'hui, tu le disais, tu as créé 2 startups en plus. Explique-nous, est-ce que tu avais encore des envies, tu avais du temps libre encore dans toute ton activité, tu t'es dit tiens, je veux lancer 2 startups, comment ça s'est passé? Du temps libre, on en a toujours. En réalité, il faut apprendre à déléguer. Alors, je sais que certains de mes associés vont rire s'ils m'entendent dire déléguer parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Mais tu travailles dessus peut-être? Absolument, surtout en ce moment. J'y travaille beaucoup. J'ai appris qu'en fait, quand on veut prendre une nouvelle mission, il faut se séparer d'une autre mission. Voilà. Parce que les journées ne font que 24 heures. Et non, c'est parce qu'en fait, moi, je prends les chemins qui s'offrent à moi. Je suis pas sur une autoroute. Je suis plutôt sur une départementale, mais dès qu'il y a une bifurcation et que au bout du chemin ça a l'air intéressant, j'y vais. Je suis une aventurière et j'aime explorer. Je suis très à l'écoute de la société dans laquelle je suis. Je suis très à l'écoute de comment elle évolue, des enjeux de demain. Et je me voyais pas vivre une vie d'entrepreneuse toute linéaire et de me dire le CPM Industrie que je vais quitter à la fin de ma carrière sera peu ou prou celui que j'ai intégré en 2014. Surtout pas, en fait. J'espère même que cette entreprise n'aura plus du tout le même visage quand je la quitterai, parce qu'une entreprise, c'est hyper mouvant. Et si on prend pas les virages qui viennent à nous, qui s'imposent même parfois, on s'endort sur ses lauriers, on fait plus rien de bien, on fait ronronner un compte de résultats, mais ça j'ai envie de dire n'importe quel directeur opérationnel fait ça très bien, et c'est pas ce qui me fait vibrer, très clairement. T'as besoin de te challenger, d'avoir quelque chose de nouveau, d'explorer des nouveaux marchés, d'aller me confronter à des nouveaux enjeux, d'écouter les besoins du marché pour essayer de trouver des solutions, de repenser le modèle économique de l'entreprise. Nous, ici, on transforme le métal. C'est pas une ressource infinie. C'est quoi le métier de CPM Industrie dans 20 ans? J'aime bien réfléchir à ça. Et du coup, c'est pas dans 20 ans qu'il faudra se poser la question, c'est maintenant que ça commence en réalité. Des enjeux énergétiques. Alors, on n'est pas énergo-intensif, mais
Néanmoins, sans électricité, on fait absolument rien, parce que plier du métal à la force des bras, c'est juste pas possible. Mais on doit se poser toutes ces questions-là, c'est fondamental. Donc en fait, il faut s'emparer de ces sujets-là, les traiter, les intégrer à notre modèle économique et imaginer le visage de l'entreprise dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et en fait, c'est ça qui me fait vibrer. Et dans tes 2 projets de start-up, donc c'est des projets totalement différents ou c'est... De base, c'était 2 projets totalement différents. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont en train de converger. Ils se marchent pas l'un sur l'autre, mais ils sont assez complémentaires. Le premier projet de start-up, il est issu d'une rencontre totalement improbable de l'industrie et de la low-tech. C'est quelque chose de presque dichotomique. En 2020, on est 2 mois avant le Covid, on est en train de se faire certifier ISO 9001. Et on missionne un consultant pour nous accompagner parce que c'est un vaste chantier, de mettre en place un système de management de la qualité. Notre objectif, il était de monter en compétences en termes d'organisationnel pour faire face aux exigences des marchés sur lesquels on se positionne, notamment ceux de l'aéronautique. Et on a Loïc Perrochon qui est notre consultant à ce moment-là. Et Loïc me dit, Élise, j'aimerais te faire rencontrer un ami durant mes études, Arnaud Créteau. Il est boulanger torréfacteur près de Rouen. Il s'est autoconstruit un four à concentration solaire. Il travaille pour une entreprise finlandaise qui construit et implante des fours à concentration solaire en Afrique. Et il aimerait se faire un four un peu industriel, parce qu'aujourd'hui, il est sur quelque chose d'un peu bricolé. Il le vaudrait beaucoup plus grand. C'est essentiellement du métal. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait intéresser CPM ? Avec mon frère Benoît, on se dit, oh, il est génial ce projet, carrément. On est un peu curieux. C'est que de la mécanique. Il n'y a pas d'élec, il n'y a pas d'automatisme. Donc, c'est très clairement notre zone de confort et totalement notre expertise. Donc, on se rencontre. Et alors là, on rencontre Arnaud, qui est un gars génial. Pas un doux rêveur, mais plutôt un visionnaire, qui a un rapport à son métier de boulanger qui est super moderne, puisque lui se dit, on va avoir des problèmes énergétiques. Le métier de boulanger, c'est un métier qui est hyper dépendant du gaz et de l'électricité. Moi, je veux un modèle de boulangerie qui repose sur les énergies intermittentes et renouvelables. Et donc, il a ce mix énergétique bois, four à concentration solaire, le bois pour les jours où il pleut. Et son modèle fonctionne, il en vit bien. Il a une qualité de vie qui est exceptionnelle, puisque forcément, comme il utilise le soleil pour sa cuisson, il travaille en journée. Moi, je trouve ça incroyable. Il repense le métier de boulanger, en fait. Et donc, on l'accompagne durant 6 mois. Et on sort ce four à concentration solaire en juin 2020. Donc là, on est en plein Covid. Donc, il y a clairement un vrai questionnement sur le rapport qu'on a aux énergies à ce moment-là, sur le ralentissement de l'économie aussi, sur la décroissance. Quelque chose dont on n'avait absolument pas parlé 1 an avant. On m'aurait parlé de décroissance 1 an avant. Je pense que j'allais sur Google pour taper décroissance, pour savoir d'ailleurs même ce que ça voulait réellement dire. Et là, on se dit, on a super bien bossé ensemble avec Loïc et Arnaud. Pourquoi on n'industrialiserait pas ce four pour le proposer à la vente pour les boulangers français ? Aujourd'hui, c'est diffusé en Afrique, mais sur un modèle économique qui est absolument pas réplicable en France, puisqu'il repose sur l'autoconstruction. Aujourd'hui, un outil professionnel en autoconstruction, il n'est pas assurable, il n'est pas réglementaire, et on peut certainement pas mettre un salarié derrière pour des tas de raisons de sécurité notamment. Donc, très clairement, c'est pas un modèle qu'on peut dupliquer en France. Par contre, un four industriel certifié, conforme à la réglementation machine, ça, on sait le faire. C'est le métier de CPM Industrie. Donc, on se lance là-dedans. Et assez rapidement, on commercialise ce four. Et on se rend compte que c'est juste un bonheur infini de bosser ensemble. Et que ce qu'on a fait avec le four, en fait, on pourrait le répliquer pour tout un tas d'autres outils de transformation alimentaire. Et pas que d'ailleurs. Maraîchage, les sujets explorés sont vastes. Même production et stockage d'énergie. Il y a plein de choses à faire. Il y a tout un tas de technos qui sont des vieilles technos oubliées, qui sont très simples, très durables et très résilientes, mais qui sont un peu dans les cartons d'archives ou dans les greniers de nos grands-parents, parce qu'on n'a rien réinventé. La concentration solaire, c'est vieux comme Hérode. Oui, c'est... Et en fait, on se dit, mais on va dupliquer ce modèle. On va s'emparer de sujets, on va les industrialiser et on va les commercialiser. Parce qu'aujourd'hui, la low-tech, c'est bien,
un éco-hameau veut s'autoconstruire son four à concentration solaire pour sa cuisson alimentaire, bien sûr. Mais dès lors qu'on veut aller sur de l'activité professionnelle, ça ne marche plus. Donc on se dit, on va se constituer un catalogue de produits et on avance. Et donc l'année dernière, on a travaillé sur un rocket stove, qui est un poêle à bois pour la cuisson alimentaire. Donc là, on s'affranchit de l'intermittence grâce au bois. Il a un rendement qui est très très bon, avec une circulation des gaz à l'intérieur qui permet d'avoir le moins de CO2 en termes d'émissions, parce que la cuisson en bois, elle est quand même émettrice de CO2. Et un rendement assez exceptionnel, et surtout on l'a rendu mobile, donc à destination des food trucks. Là, on est sur le point de développer un pyrolyseur pour brûler les tailles de haies, qui va générer un charbon bio qui fertilise les sols. Donc on a toute une gamme de produits qu'on est en train de développer. Et donc on s'est associé. On a également Maxence dans notre équipe, qui lui est à Bordeaux. Donc c'est un peu notre outsider. Mais Maxence, il est spécialisé en marketing digital de la transition environnementale. Et c'est lui qui a construit notre communauté, doucement. Mais aujourd'hui, on a une très très belle communauté sur LinkedIn notamment. Et qui nous attend en fait. Et qui nous propose même des sujets. Donc on vit vraiment une aventure, en plus en mode low-tech, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement ultra frugal. On ne se rémunère pas aujourd'hui de nos activités. On est vraiment en train de construire le modèle. D'ici 1 an ou 2, on l'aura trouvé. Et on le fait sur notre temps libre, entre 2 rendez-vous, entre 2 réunions. Mais on avance en fait, on a une visio de 2 heures toutes les semaines, un WhatsApp, et on travaille vraiment, on travaille en mode low-tech. On est low-tech à tout point de vue, même dans notre façon de fonctionner. Donc là, toutes les machines sont en développement, en cours. On est en R&D là. Est-ce que vous avez une idée de sortie ou pas encore ? Oui, on a une idée très précise, parce qu'on a une roadmap. On est certes en mode low-tech, mais on reste très professionnel. On est en train là de faire la V2, donc on a mis en test tout cet hiver le Rocket Stove chez Arnaud, qui est notre client bêta-testeur préféré, qui, lui, nous a fait toutes ces remontées d'infos sur ce qui va et ce qui ne va pas, surtout. Et ça, d'ailleurs, on le diffuse, c'est-à-dire que ce rapport, on le rend public. Nos plans seront en open source, d'ailleurs. Comme on se fait subventionner, en fait, par l'ADEME et la région sur ces sujets-là, on rend public tous nos travaux, puisque ce sont des travaux financés par l'argent de l'impôt des Français. Donc, on rend à la communauté ce qui appartient à la communauté. Ça, c'est quelque chose d'assez central. Après, je te pose une question comme ça, mais il n'y a pas un risque justement qu'une autre entreprise copie le modèle et... Oui, bien sûr. Et c'est pas grave. D'accord. Parce que ce sera un modèle industriel capitaliste, sauf que celui qui veut acheter un rocket stove avec la philosophie low-tech, il l'achètera pas à n'importe qui. Il l'achètera à celui qui est en capacité à le produire de façon résiliente. Derrière la low-tech, il y a aussi toute une philosophie, toute une valeur d'entreprise qu'on doit porter, qu'on doit incarner. Et ça se voit très vite, une entreprise qui incarne pas ça. Là-dessus, on peut pas tricher, en fait. Donc, nous, on sait que chez CPM Industrie, on porte ces valeurs-là de façon très, très forte. On les affiche. C'est même un drapeau chez nous. Mais on sait très bien qu'on a des concurrents qui pourraient s'emparer de ça, effectivement, et le commercialiser. Et probablement que ça arrivera, d'ailleurs. Et ce sera bradé, ce sera peut-être même fabriqué en Chine. Mais acheter de la low-tech fabriquée en Chine, c'est plus de la low-tech. Enfin, Oui, après, il faut être aligné avec ses valeurs aussi. Exactement. Donc, on se privera d'une clientèle qui, si elle est capable de faire ça, sera pas vraiment une clientèle, en réalité. Et le but, c'est pas de s'enrichir, c'est de se dire que sur notre territoire, nous utilisons des outils de transformation alimentaire qui sont plus résilients. Donc j'ai envie de dire, même si des gens trichent, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux qu'un four électrique. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et donc là, on est en train de terminer la reconception en tenant compte des modifs qu'on a à faire. On met en test client, on espère en mai, nos 2 unités là qui seront vraiment la pré-série. Et puis, si tout va bien, septembre, commercialisation. Très bien, ça va arriver vite. Ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Et la deuxième start-up ? Mépi. Là, on est vraiment sur l'industrie et on est sur l'innovation. Il y a un peu plus de 2 ans, nous, on a toujours été, chez CPM Industrie, une entreprise très orientée innovation. Avec mon frère, on est hyper curieux, on potasse souvent les sujets un peu nouveaux, on aime la tech, pas n'importe quelle tech, plutôt la basse tech, mais on aime la tech.
On sait utiliser la high-tech parce que, je veux dire, on est comme tout le monde, hein, on a un smartphone. L'intelligence artificielle, elle peut être très utile. Il faut toujours juste se poser les bonnes questions et bien garder à l'esprit quel est l'usage qu'on veut en faire. Mais néanmoins, voilà, on est très curieux et on est souvent contacté durant toutes ces dernières années par des porteurs de projets qui viennent nous voir parce qu'ils ont un projet dont la principale brique technologique, c'est de la mécanique, et qui ont besoin d'une entreprise pour les aider à développer un proto. Mais on se rend souvent compte que ces projets-là sont très compliqués à conduire. On n'est pas staffé pour faire du pilotage de projet. C'est pas notre métier. Moi, on me demande de l'accompagnement sur du financement, parce que c'est un peu mon métier. Mais j'ai pas le temps. Donc, on accompagne, mais de façon un peu bancale. On fait ce constat-là. Et puis, Hélène Miquet, du Havsen Développement, me contacte il y a 2 ans et me dit « Élise, j'ai identifié d'autres industriels en Normandie qui ont une vraie appétence pour l'innovation, qui ont des compétences complémentaires à celles de CPM Industrie, en électrification, en robotique, en impression 3D. Et ces métiers-là sont hyper complémentaires d'une autre. Et ces dirigeants ont exactement le même modèle économique que CPM. C'est une PME, experte dans son domaine, plutôt sur des segments proto, petite série, et hyper territorialisés. Et on se met autour de la table, autour de ce même bureau, et on discute et on se dit mais en fait il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Il faut qu'on associe nos forces de PME pour être en co-traitance sur des projets d'innovation où là on se partage la responsabilité finalement. Parce que le problème quand tu développes un projet pour un client seul et que tu sous-traites, tu portes tout seul toute la responsabilité. C'est super lourd, c'est super difficile et c'est pas super lisible non plus pour nos collaborateurs en interne. Et donc, on décide de créer MEPI, qui est vraiment la structure chapeau. Tous ces associés sont les sous-traitants. On est 8. Et à 8, on a quasiment 200 collaborateurs et plus de 40 métiers. Donc, c'est une force de frappe beaucoup plus grande. Ça vous permet de répondre à énormément de demandes. Quasiment tout. Ouais. Et on s'y adjoint surtout une compétence clé manquante, c'est l'accompagnement pour le financement. On a Impact First, qui a intégré MEPI en septembre dernier. Et c'est ce qui nous a fait décoller, littéralement. Jean-Luc Dufour est arrivé et il a pris le poste de DG au sein de MEPI. Et il est arrivé avec la solution d'accompagnement pour le financement, qui est souvent le chaînon manquant dans l'accompagnement. Donc nous, les 7 autres acteurs de l'industrie, on accompagne sur la partie technologique, mais également design. On accompagne sur la partie reconception, industrialisation. On est très 360, et également connexion à l'écosystème institutionnel, connecté à la chambre de commerce, à la communauté urbaine, aux acteurs politiques en place, qui vont aussi accompagner nos porteurs de projets. Et donc on est capable de mettre autour d'une table des financeurs privés, des financeurs publics et des acteurs de l'industrie. Et là, on a un porteur de projet qui se retrouve avec tous ses besoins autour d'une table, et là, on accompagne. Donc on est très structuré, on a un comité d'engagement, on est 3. On a un vice-président RTI, Jean-Christophe Grousset, notre DG Jean-Luc, qui lui est vraiment sur la brique finance. Et moi, je suis un peu le lien entre les deux. Et ensemble, en fait, on analyse les projets, on écoute le ou les porteurs de projets, on a une grille d'évaluation, on analyse la qualité du porteur du projet, on analyse sa personnalité, sa capacité aussi à franchir toutes les étapes d'un TRL très immature à un TRL beaucoup plus mature. Qu'est-ce que tu appelles un TRL ? Le TRL, c'est une échelle. C'est l'échelle de Richter de l'innovation. D'accord. Un TRL 1, c'est l'idée. Ok. J'ai une super idée, mais alors elle est matérialisée par absolument rien. Le TRL 10, c'est un produit en phase de commercialisation. Okay. Les gens peuvent venir nous voir avec parfois un proto bricolé dans le garage où on est sur du TRL 2-3. Parfois, on a un vrai proto qui fonctionne super bien. Et là, on est sur du TRL 5 et le client va nous voir parce qu'en fait, il a fait plein de salons, il a hyper communiqué sur son prototype qui fonctionne très très bien. Mais alors, passer à l'échelle industrielle, c'est la vallée de la mort. Il a été soutenu en général, il a même plutôt toqué à quelques portes. Et il a un truc qui fonctionne bien, il a des précommandes, il a fait une campagne de crowdfunding, il se retrouve avec 1000 unités à produire pour la fin de l'année. Et là, il est en mode... je vais où ? Je contacte qui ?
Il va aller voir un industriel ou deux qui va dire « Vous inquiétez pas, je vais prendre votre projet, on va signer un NDA. » Et là, il se dit « Mais non, mais je suis en train de lui filer les clés de ma boutique, en fait. Jamais de la vie. » Et nous, Mépi, là où on est rassurant, c'est qu'on est un collectif de PME. Que très clairement, ça ne nous intéresse absolument pas de prendre le projet à la place du porteur de projet. Nous, on est là en côte à côte. Et on est là pour connecter. On est un pont, en fait. Et en étant un pont, on est rassurant. Et le fait d'être tous des chefs d'entreprise aussi, on est rassurant. Parce que quand je discute avec un porteur de projet qui va nous dire j'ai besoin de m'implanter, je vais avoir une chaîne de production à monter, je vais avoir des recrutements à faire. Mais ça, c'est notre quotidien, en fait. Et donc, en fait, on va le connecter à France Travail, on va lui expliquer qu'il va falloir faire peut-être un AFPR ou des AFEST avec son OPCO. Donc, on va le connecter à tous les acteurs de la formation, de l'accompagnement sur le recrutement, aller chercher des financements, des aides au recrutement. Et en fait, on va lui donner tout un tas d'infos. Donc, en général, ils écrivent. Là, ça, c'est très, très studieux. Et puis, on est en côte à côte et régulièrement, voilà, ils nous écrivent pour nous dire j'ai besoin d'être connecté à un chargé d'affaires chez France Travail. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Je suis allée sur leur site internet. À qui je peux parler? T'inquiète, j'ai une super chargée de clientèle. Je vais te connecter à cette personne. Vous allez prendre rendez-vous. Tu vas lui expliquer ton projet. Tu as 8 emplois à créer pour la fin de l'année. Prépare tes fiches de poste et elle va te prendre par la main. Et puis, une semaine après, tu as un WhatsApp qui te dit « Ah, génial, ça y est, c'est en route. On a notre plan d'action. J'ai la roadmap pour le recrutement. » Voilà. Et on les accompagne pour la ligne de production. Il me faut des outillages spécifiques. Ça tombe bien, chez CPM, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, on va t'accompagner pour te faire des outillages spécifiques. Tu as besoin d'un robot? Ça tombe bien. ID Concept va pouvoir t'accompagner pour te faire ton robot pour ta logistique dans ton usine. On est en capacité à accompagner à 360 et on est vraiment là en côte à côte et de façon très fluide. Nous, on est accessible. Moi, ils ont mon portable, ils m'appellent quand ils veulent. Si j'ai besoin de faire qu'une petite réponse laconique, j'envoie un SMS. Ce qui n'est pas possible quand tu passes par l'institution qui, de par sa taille, de par son fonctionnement, nécessite des validations en bureau, un comité qui se réunit. Nous, on est capable de déclencher un comité d'engagement sous 24 heures. Oui, c'est des réponses beaucoup plus rapides. Ouais. La semaine dernière, j'ai une porteuse de projet qui m'appelle, qui a un super projet dans le nautisme. On avait rencontré son associé une semaine avant. On se cale une visio et elle me dit il me faut 10 unités test pour le mois de juin. Il faut qu'on aille super vite là, parce qu'il n'y a même pas de proto. Il y a une solution numérique, mais il n'y a pas de proto physique. Donc je sais très bien que du coup, entre la théorie et la réalité, il va y avoir de la reconception. J'ai appelé mon associé Jean-Christophe et je lui ai dit tiens, voilà le cahier des charges. Demain, on a une visio à 16h pour lancer le sujet, parce qu'en fait, il n'y a même pas une journée à perdre. Et ça, on sait le faire. L'institution, elle ne peut pas faire ça. Ouais, c'est votre force. C'est clairement. notre force. Non, mais c'est super intéressant en tout cas. Ellie, j'ai envie de revenir sur le fait de travailler en famille. Oui. Pour toi, est-ce que c'est une force? Est-ce que dis-nous ton point de vue là-dessus. Alors, pour moi, c'est clairement une force. C'est clairement une force parce que quand on est attaché à la qualité de la relation affective qu'on a avec son frère, sa sœur, je pense qu'on est beaucoup plus vigilant à la façon dont on va agir, à la façon dont on va communiquer, à la façon dont on va travailler pour préserver ces liens qui sont des liens hyper précieux et qui vont bien au-delà de l'entreprise. Et ça oblige à être toujours très qualitatif dans la façon dont on communique et on échange. Et puis alors nous, on a fait un choix très particulier avec mon frère, c'est qu'on est associés à 50-50. Il n'y en a pas un qui a une part de plus que l'autre. Ce qui signifie qu'on est toujours obligé d'être d'accord. Ça a été vu quand on a monté notre dossier comme une vraie prise de risque de la part de nos financeurs. Nous, on l'a assumé comme... Et d'ailleurs, c'est l'argumentaire qu'on a eu à l'époque et qui était très bien compris. C'est que ça nous oblige à discuter. Et donc, ça nous oblige à trouver un terrain d'entente. Ça nous oblige à trouver des compromis. Donc, on n'aboutit jamais à des solutions qui sont idéales ni pour l'un ni pour l'autre. Mais par contre, c'est une compromission. Et cette compromission est souvent, je crois, le meilleur de nos deux idées. Voilà. Et est-ce que vous arrivez à dissocier la partie professionnelle et personnelle? Oui. Ah oui, complètement. Quand on se voit le dimanche après-midi autour d'un gâteau pour fêter l'anniversaire de nos enfants, on parle pas de travail.
Et Ça a été dès le début? oui, parce que déjà de base, moi, mes parents parlaient pas beaucoup du travail à la maison. Mon père, il ramenait pas de travail à la maison. En plus, voilà, c'est les années 90, c'est une époque où le télétravail n'existait même pas. Hein. Internet n'existait pas d'ailleurs. On n'avait pas de téléphone portable. Donc en fait, le boulot ne pénétrait jamais la porte d'entrée de la maison. Ou très peu, en tout cas. Si mes parents en parlaient, ça m'a pas marqué et je l'ai jamais vécu comme quelque chose de pénible. J'ai jamais senti mes parents inquiets. En tout cas, leur inquiétude n'arrivait pas jusqu'à la maison. Je me suis sentie très très préservée de tout ça. Et donc, globalement, c'est quelque chose que j'essaie de respecter un maximum. De pas laisser l'entreprise s'ingérer dans notre vie personnelle. D'autant qu'en plus, le week-end, en fait, c'est vraiment le sas où tu ouvres la parenthèse de la respiration. Tu te libères de tes tensions. Tu te dis que de toute façon, le samedi et le dimanche, il ne se passera rien dans le cadre de ton entreprise. Tes clients vont pas te payer. Tu ne vas pas payer tes fournisseurs. L'URSSAF ne va pas te prélever tes charges. Tes clients, a priori, ne vont pas t'écrire. Et si t'écrivent, ils attendront lundi matin ta réponse, voire lundi après-midi d'ailleurs. Et ça se passe très bien comme ça. Et donc, voilà, le vendredi soir, tu fermes. J'avoue que maintenant, dès le dimanche soir, je reprends un peu les rênes de ma vie professionnelle. Là où j'attendais le lundi matin, il y a encore quelques années, j'anticipe un petit peu. Je regarde comment va être ma semaine, je vois un peu comment va être mon agenda, si je dois bouger 2-3 rendez-vous. Mais j'ai gagné en sérénité à faire ça parce que ça me permet de démarrer le lundi matin sans stress, en fait. C'est ça, c'est un but de bienveillant envers toi-même. Ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait, démarrer le lundi matin, ça me générait de la charge mentale dès le dimanche soir. Où je me disais, oh là là, je vais avoir une semaine hyper chargée, ça va pas le faire. Demain matin, quand j'arrive, il faut que je fasse ça. Et en fait, de me dire dès le dimanche soir de décaler 2-3 rendez-vous, je prépare mes posts LinkedIn, parce que justement, j'ai l'esprit un peu nettoyé de mon week-end. Donc, je me dis, tiens, je vais aborder tel et tel sujet la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. Je me sens assez sereine, en fait, de préparer ma semaine comme ça et d'envoyer 2-3 messages à mes associés aussi, histoire de préparer le terrain de la semaine d'après. Et ils me répondent, donc ça veut dire qu'ils font probablement la même chose que moi. Et puis je me dis que s'ils me répondent, c'est qu'ils ont bien envie de me répondre, parce qu'ils ne sont pas obligés de lire le message. Et en fait, ça fonctionne bien comme ça. Et du coup, je démarre le lundi matin un peu plus sereine quand même. Bah après, c'est principal, c'est que toi, tu te sentes bien, c'est qu'on se sente bien tous quand on commence la semaine. C'est ça. Si toi, c'est ton truc... C'est mon rythme. Ouais, t'as trouvé ton rythme. Oui. Élise, j'ai une question fatidique à te poser. Quelle est ta plus belle réussite? Mes enfants. Tu l'as dit en premier, tu vois, quand tu t'es présentée, Ouais. t'as pas dit je suis dirigeante en premier ou chef d'entreprise, t'as dit je suis maman de 3 enfants. Oui. Donc ça sent que c'est une chose primordiale pour toi. Ah oui. Mon rôle de mère, même si je suis bien consciente que je suis pas une maman comme toutes les mamans, parce que mes filles ont eu une enfance un peu atypique. Ma petite dernière, qui va prendre 13 ans, elle avait 11 jours quand elle a commencé à mettre les pieds dans cette entreprise. Moi, j'ai accouché le 2 juillet. Le 13, j'étais là pour faire mes chargeurs SAF. Je l'allaitais. Elle dormait dans les archives parce que c'est juste derrière mon bureau. Nous, il y avait un bac à jouer dans la salle de réunion. Donc, nos enfants ont vécu l'entreprise beaucoup plus que d'autres enfants, je pense. Et ça fait partie de leur vie, de leur histoire. Après, c'est bien, c'est pas bien, j'en ai aucune idée. Mais c'est important. Mais néanmoins, je les place quand même au centre de ma vie parce qu'elles sont tout pour moi. Et si demain j'ai à choisir entre l'entreprise et mes filles, clairement, la question se pose pas, je choisis mes filles. Et du coup, en deuxième réussite? J'ai du mal à résumer. En fait, cette question, elle est aussi difficile pour moi que quand on me demande quel est mon chanteur préféré ou ma couleur préférée. Moi, je suis une Normande dans tous les sens du terme. Je ne sais pas trancher, en fait. C'est peut-être. J'aime beaucoup ça, mais j'aime aussi beaucoup ça. J'ai beaucoup d'appétence. Je suis quelqu'un de très curieux. Je joue de la musique, toujours. Je lis énormément. Je fais beaucoup de sport. Donc, clairement, en fait, je fais beaucoup de choses. J'essaie de les faire bien. Je m'éparpille pas. En tout cas, quand je fais quelque chose, je le fais avec passion et engagement.
Je peux pas dire que je préfère certaines choses à d'autres. Je peux pas dire je préfère la musique classique au rock. Je peux pas dire que je préfère le bleu au rose. Et donc je peux pas dire que j'ai réussi plus certaines choses que d'autres. C'est pas tant à travers des actes. Je pense que ma réussite, elle tient surtout au fait que j'adore ce que je fais. Ouais, c'est essentiel pour toi. Oui. Ah, c'est fondamental. Demain, je n'aime plus ce que je fais, j'arrête. Faire quelque chose que je n'aime pas, j'en suis incapable. Je suis quelqu'un d'assez capricieux. Et travailler dans la contrainte est quelque chose que je suis incapable de faire. Et je pense qu'en plus... Ça a toujours été le cas? Excuse-moi de t'interrompre. Non, je pense que c'est quelque chose... Alors, de base, oui, un peu quand même. Ouais. Je pense que c'est dans ma nature. Mais alors, ça se développe quand on est entrepreneur, parce que quand on est entrepreneur, on est autonome et libre. On fixe la stratégie et le cap de son entreprise. On fixe ses règles de travail auprès de ses collaborateurs. On fixe ses règles commerciales auprès de ses clients et de ses fournisseurs. On fixe ses process. Et tout ça, on l'a décidé. Parce qu'on a estimé que c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors, pas au doigt mouillé, attention. Mais tout ça est mûrement réfléchi et mûrement discuté. Et tout ça est le fruit de discussions avec mon frère, notre comité de direction, où on phosphore énormément. Mais du coup, ça signifie que notre vie est très libre et notre esprit est très libre. Et donc, quand on vit sans contrainte, avoir des contraintes est quelque chose d'assez difficile à vivre. Et donc, si demain, je devais me contraindre à faire quelque chose que je n'aime pas, j'arrête, très clairement. Est-ce que, par exemple, demain, tu pourrais... Enfin, je pense connaître la réponse, hein, mais est-ce que tu pourrais redevenir salarié? Non. Non, non. Et je pense que je serais une très mauvaise salariée. En fait, j'ai eu l'opportunité... alors, c'est pas l'opportunité, mais il y a 2 ans, j'ai été chassée par une très grande entreprise française sur LinkedIn. Ils cherchaient un DAF Grand Ouest. C'était un poste d'un point de vue opérationnel qui est hyper intéressant, intellectuellement, qui aurait pu, je pense, être très, très, très enrichissant. Et je me suis posé la question à ce moment-là de qu'est-ce que je vaux sur le marché du travail en tant que salarié. Parce que très clairement, en tant que on ne devient pas dirigeant de PME pour s'enrichir. Si j'étais cadre sup dans une grosse boîte, je gagnerais 2, 3, 4, 5 fois le salaire que je me verse aujourd'hui, c'est certain. Et donc j'avais besoin de savoir ce que je valais financièrement. Et donc j'ai franchi le processus des entretiens et on m'a fait une proposition. Et cette proposition était tellement importante qu'elle m'a fait douter. Et je me suis posé cette question de que vaut ma liberté? Quelle est la valeur financière de ma liberté? Et je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un à l'esprit beaucoup trop libre et aventurier pour aller m'enfermer dans une fiche de poste, dans un groupe. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais non, mais tu vas faire tout ce que tu détestes, en fait. Rendre des comptes. Alors, on rend toujours des comptes. Même en tant que chef d'entreprise, on rend des comptes à nos clients, on rend des comptes à nos fournisseurs, on rend des comptes à nos salariés, on rend des comptes à nos financeurs, on rend tout le temps des comptes. Mais néanmoins, on est libre de la forme sur laquelle on rend des comptes. On est libre du timing selon lequel on rend des comptes. Et j'ai pas envie d'avoir à rendre des comptes sur un formalisme qui va m'être imposé, dans un process qui va m'être imposé et avec lequel je serai probablement partiellement d'accord. Sauf si on me dit qu'in fine, par contre, je peux prendre la place du calife à la place du calife. Ouais. si ce poste de DAF, il ouvre le poste de DG, voire de PDG du groupe, ça aurait pu être intéressant. Mais néanmoins, j'ai pensé à ça et puis j'ai pensé à cette entreprise qui a une histoire de famille aussi et qui est quand même... même si j'ai 2 startups à côté avec des associés, CPM Industrie, ça reste ma genèse d'entrepreneur. Pour toi, aujourd'hui, la liberté prime sur l'argent? Ah, littéralement, bien sûr. Oui, oui. Mais oui, et puis aujourd'hui, malgré tout, j'ai un train de vie très confortable. Mes enfants manquent de rien. J'ai une très belle maison. Je pars en vacances. Voilà, j'ai pas de...
je me nourris très bien, je peux faire toutes les activités que je veux. Je me pose pas la question, est-ce que je peux m'offrir cette licence sportive? Est-ce que je peux acheter une batterie à ma fille qui veut se mettre à la batterie? Bah non, en fait. Donc, moi, je suis riche de ça, déjà, de toute façon. Donc, je suis j'ai un train de vie aisé et en plus, en contrepartie, je suis totalement libre. Qu'est-ce que je vais aller m'enfermer dans un groupe à manier les chiffres? Non. Et quel est ton point de vue sur ce que peut représenter la réussite aujourd'hui? C'est hyper personnel, la réussite. Pour certaines femmes, la réussite, ça aura été de bien éduquer ses enfants. Ça fait partie d'une de mes réussites, d'ailleurs, de voir que mes filles, qui sont des adolescentes, voire des jeunes adultes, pour ma fille aînée, qu'elles deviennent des belles personnes. Je vais te donner un exemple. Ma fille aînée prend 18 ans, là, dans 15 jours. C'est forcément une profonde émotion pour moi, parce que je l'ai mise au monde hier. Et puis, en plus, elle a fait de moi une maman. C'est symbolique, le premier enfant. Et elle a décroché son premier job pour cet été. Elle est super contente. Elle a géré toute seule. Elle a fait son entretien d'embauche. Et je lui ai dit à la fin de son entretien comment ça s'est passé. Elle me dit ça s'est super bien passé. On a déjà discuté de tout ce qu'on allait faire. Donc elle va être animatrice dans un centre aéré. Elle a son BAFA. Et avec sa supérieure, elle a déjà élaboré des projets d'activité avec les 9-12 qu'elle aura pendant tout le mois de juillet. Et je lui dis, du coup, tu sais combien tu vas être payée? Elle me dit, on en a un petit peu discuté à la fin de l'entretien parce que j'ai pas pensé à poser la question. C'est sa recruteuse qui lui a dit, mais Cléa, pourquoi tu ne vas pas poser la question de savoir combien tu allais être payée? Et Cléa a répondu, non, parce que en fait, c'est pas à moi de demander, c'est mon premier travail, j'ai aucune compétence, vous me donnez ma chance en m'offrant un travail alors que j'ai encore aucune expérience. Moi, je vais te payer ce que vous me proposez, en fait, et ça me va très bien, parce que c'est une chance. Et d'entendre ma fille verbaliser ça, je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Je l'ai super bien élevée. Et parce qu'en tant que recruteur, c'est clairement le genre de choses qu'on a besoin d'entendre de la jeunesse, de pas arriver avec des prétentions et d'avoir l'humilité de reconnaître que, ouais, on a un diplôme, mais on sait pas grand-chose en réalité, on a tout à apprendre. Et ça veut pas dire qu'on paye les gens toute leur vie au SMIC, mais que néanmoins, on a l'humilité de reconnaître que quand on démarre dans la vie, tout est à faire. Et qu'elles soient en capacité à le verbaliser dès 18 ans, parce que moi, je crois pas que j'étais aussi mature que ça à 18 ans, très clairement. Et j'ai été remplie d'une fierté d'entendre ma fille prononcer ces mots. Et je me suis dit, je suis fière qu'elle soit ma fille. Ça c'est une réussite, ça. Ça, c'est une belle réussite. Ouais. Et est-ce que, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu as peut-être d'autres personnes qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, soit proches, je dirais dans le secteur du VAV, ou même plus loin, ou même niveau national, même mondialement? Est-ce que tu as des figures qui t'inspirent? Moi, la première figure qui m'inspire, ce sont mes parents. Parce que on a eu une éducation que je trouve incroyable. Et je pense qu'en tant que maman, je me suis attelée à essayer de reproduire cette éducation très libre où on m'a laissé être qui j'étais, fondamentalement, sans m'imposer de voix, en fait. Quitte à prendre des virages, quitte à me gameler. Ça, c'est quelque chose d'important. Et oui, mes parents m'inspirent beaucoup. Après, je suis inspirée par... ponctuellement, au dernier forum Femmes et Challenge, j'ai été profondément inspirée par Muriel Pénicaud, dont j'ai clairement méconnu l'action politique. Et son discours m'a profondément bouleversée. Je suis inspirée par mes associés, que je trouve tous brillants et qui sont des experts dans leur domaine et je suis toujours stupéfaite de voir le niveau de compétences qu'ils peuvent avoir. Je suis autant inspirée par des femmes que par des hommes. En réalité, mon inspiration, elle est pas genrée. Si elle est genrée, c'est quand je vois une femme qui a dû mener un combat particulier parce qu'elle est une femme. Mais je suis aussi très admirative de beaucoup d'hommes. Alors, je suis pas forcément inspirée par les grands leaders. Tu vois, je vais pas être inspirée par Elon Musk. C'est pas... je me dis, oui, enfin, il me laisse assez peu d'émotion, finalement. Par contre, localement,
je rencontre des gens, parfois je me dis waouh, cette personne-là, elle est incroyable, son discours me transperce. J'ai une dirigeante là qui a fait une publication sur LinkedIn hier ou avant-hier, Karine Warin. Elle a intégré un atelier d'écriture et elle a expliqué combien ça l'avait transformée. Elle est entre deux missions entrepreneuriales. Et ben, je l'ai lu, je n'ai eu qu'une envie, c'est de rejoindre son atelier d'écriture. Et je me suis dit, ah, c'est incroyable, elle a l'air de vivre ça comme une transformation personnelle fabuleuse. Voilà, tu vois, mon inspiration, elle est vraiment par Tu la pioches un peu partout. Je la pioche un peu partout au quotidien, au gré des rencontres des gens plus ou moins exceptionnels qui croisent mon chemin et je pompe en fait. Ouais. Bon, Élise, on arrive à la fin de cet échange. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase à rajouter? Alors là, tu me prends totalement dépourvu. Je l'ai pas préparé. Peut-être, enfin, ce que tu veux, sur un conseil à une femme peut-être qui veut se lancer, à des jeunes, à des moins jeunes. Alors à une femme qui veut se lancer, j'ai juste envie de lui dire que il faut qu'elle soit audacieuse et il faut pas avoir peur de rêver grand. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y accéder. Il faut oser rêver grand. Voilà, ça c'est le conseil que je pourrais donner. Oser rêver grand, voilà. Ça sera le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Élise? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est ton réseau de prédilection. C'est ça. Prédilection. Ouais. Ok, bon, bah, je mettrai ça en description. Vous avez l'habitude de regarder tout ça. Élise, je te remercie, t'as passé un bon moment? J'ai passé un très très bon moment. C'est rigolo parce que je suis régulièrement interviewée en podcast et on n'explore pas forcément tous les champs qu'on a explorés là. J'ai l'impression d'avoir parlé de beaucoup de choses. C'était fluide et oui, c'était très agréable. Bon, bah, en tout cas, je te remercie, Élise, d'être venue sur le podcast. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.